Vous avez sous les yeux déjà des couches sédimentaires. Et des couches sédimentaires qui sont documentées par des photographies prises à certains moments. Donc là, par exemple, nous voyons qu'il y a bien sûr la couche du 18 mai, la plus claire en dessous, qui est suivie par un dépôt de pierre ponce. Et nous identifions ainsi 3 couches, 18 mai 1980, 12 juin 1980 et 19 mars 1982. Le 18 mai, c'était dans l'après-midi. Le 12 juin, ça a été plutôt vers le soir. En environ quelques 2-3 heures, il y a eu 7,60 mètres de sédiments qui ont recouvert, ce qui a donné finalement cette succession de strates absolument exceptionnelle. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas pu étudier en direct la formation de ces strates. Ce qu'on a pu voir, c'est qu'avant l'éruption, il n'y en avait pas. Après l'éruption, il y en avait. Avant le 18 mai, il n'y en avait pas. Après le 18 mai, il y en avait. Avant le 12 juin, il n'y avait pas telle et telle couche. Après le 12 juin, il y avait. Avant le 19 mars, il n'y avait pas. Après le 19 mars 1982, il y avait. Alors, on ne connaît rien du comment ces couches se sont formées. Et pourtant, elles sont là. Elles n'ont pas été déposées par quelqu'un. Elles sont là. Et ce que l'on apprend généralement dans nos ouvrages de géologie ou à l'école, c'est que les couches sédimentaires se forment lentement, graduellement, durant alternance d'années sèches ou plus humides, été, hiver, et que donc les limites entre les couches successives, entre les couches adjacentes, doivent représenter des longues périodes d'inactivité ou des longues périodes de temps, des centaines, voire des milliers d'années. Et pourtant, regardez comme cela est faux. Cette couche de 7,60 m s'est formée en quelques heures seulement, tout près du volcan. Et on pourrait se dire, mais ces couches, ça doit être juste une immense couche. Et non, nous pouvons distinguer plusieurs couches successives. Ce n'est pas une couche homogène formée le même jour, non, mais des couches successives et d'une finesse absolument remarquable. Et ça reste quelque chose de très mystérieux. Les scientifiques sont perplexes devant cela. Comment un nuage de cendres rougeoyant, allant à une vitesse de 320 km/h, peut déposer sur son passage une succession de couches fines de l'ordre du millimètre. Mais elles sont là. Voilà la première constatation concernant les stratifications rapides. Donc, stratification rapide autour du volcan. Maintenant, deuxième point, parlons d'érosion. Une érosion rapide de canyon. Vous avez ici une ancienne, nous trouvons, enfin, ce monsieur se trouve là, à l'intérieur d'une ancienne coulée de lave. Réellement à l'intérieur. Avant, il n'y avait pas de vide. Il y a un canyon d'environ une trentaine de mètres qui a été creusé dans une coulée de lave qui était dure comme de la pierre. Si on avait voulu faire ça en tant qu'être humain, on aurait dû prendre le marteau-piqueur et travailler des jours et des jours. Or là, ce canyon a été creusé à la fin de l'été 1980. Il n'a pas fallu des années pour creuser cela. Une érosion à travers de la roche. Même chose pour ce canyon creusé dans de la roche dure, dans de la pierre. Si on ne connaît pas les événements qui se sont passés au Mont-Sainte-Hélène, on aurait tendance à dire que par une érosion longue, due à ce courant d'eau, eh bien, cette espèce de mini-cratère s'est formée au cours peut-être de milliers d'années. Non. Cette érosion n'est pas le fruit d'une érosion lente sur une très grande période de temps, mais c'est le résultat direct de l'éruption volcanique du mont Sainte-Hélène.
Il y a d'autres choses remarquables que l'on peut étudier au Mont-Sainte-Hélène, qui sont appelées des éruptions secondaires. Vous vous rappelez que le Mont-Sainte-Hélène, c'était un glacier sur le haut. Lors de l'éruption, il y a des blocs de glace qui ont été entraînés dans cette avalanche, et donc qui ont été recouverts par des sédiments aussi. Blocs de glace recouverts par des sédiments qui étaient chauds, puisque c'était de la cendre, et du matériel qui sortait du volcan. Donc la glace n'est pas restée à l'état solide. Elle s'est liquéfiée, gazéifiée sous une couverture, sous un poids relativement important, pression, et ça durant quelques jours, éruption secondaire, comme ici. Des petites explosions secondaires sur les environs du Mont-Sainte-Hélène. Et donc, durant les quelques jours qui ont suivi, plusieurs ont pu observer ces éruptions, ces explosions secondaires, et ont pu observer aussi le résultat de ces explosions secondaires. Par exemple, celle-ci a créé un ravinage, une espèce de cratère de 36 mètres de profondeur, sur une longueur de près de 700 mètres et une largeur de 300 mètres. Et ceci 5 jours après l'éruption du 18 mai. Avec des sculptures tout à fait étonnantes. Et si l'on ne connaît pas les événements précédents, on pourrait chercher à expliquer ça de façon différente. Donc une sorte de ravin créé, formé en quelques jours. Oh, il y a aussi d'autres photos, c'est qu'on s'aperçoit, par exemple, là, quelques jours après l'éruption du 18 juin, quand les vapeurs avaient cessé, on a pu s'apercevoir qu'au fond du canyon, eh bien, il y avait 7,50 m de dépôts sédimentaires qui étaient venus, comme ça, et qu'entre le haut et le bas, il y avait à peu près 30 mètres. Donc tout cela nous montre combien ces événements peuvent bouleverser une façon de penser, bouleverser ce que l'on pense être définitif sur la formation de canyons. Des érosions, de nouveau, en voici quelques exemples, avec une creusée à travers des sédiments aussi, qui ont été provoqués alors là, par une coulée de boue le 19 mars 1982, et une coulée de boue, des observations particulières. Pourquoi ? Parce que l'endroit d'où est prise la photo, eh bien, on a l'impression, et c'est même comme ça, qu'avant les érosions, les canyons qu'on voit se former, l'altitude est plus faible que là où ça s'est formé, et de nouveau, ça redescend de nouveau de l'autre côté, comme si on a une petite colline, une petite bosse, et que les canyons ont été creusés à travers la bosse. Et oui. Ce qui s'est passé, c'est qu'une coulée de boue a débloqué la vallée qui était bloquée. Et donc la coulée de boue avait une telle pression qu'elle n'a pas eu le temps. L'eau, quand vous en coulez dans votre jardin, elle va chercher l'endroit le plus facile pour s'écouler. Et bien là, avec la pression et la quantité d'eau qui venait, elle n'a pas cherché l'endroit le plus facile. Elle a passé tout droit. C'est aussi ce que vous avez pu observer il y a quelques semaines avec les inondations tout à fait catastrophiques et dramatiques qui ont eu lieu dans différents endroits, notamment en Suisse, en Italie. Une eau qui creuse, qui a une force tout à fait particulière et incroyable. On a de la peine à s'imaginer. Et des canyons de plusieurs dizaines de mètres qui ont été creusés, sculptés. Par exemple, ce canyon, Wright Canyon, une largeur de plus de 60 mètres, 30 mètres de profondeur, et un cours d'eau qui passe au milieu. Et, comme déjà dit tout à l'heure, on aurait l'impression que ce cours d'eau a creusé le canyon. Il n'en est point. Le canyon est là, non pas parce que le cours d'eau l'a creusé, non. Mais c'est le cours d'eau qui est là parce que le canyon existe. Parce qu'à un moment donné, une grande quantité d'eau est passée par là, a creusé ce canyon, et finalement, voilà ce qu'il reste, un petit cours d'eau. Et donc, ce canyon n'est pas le fruit d'une érosion sur de longues périodes de temps. Le cours d'eau est là parce que le canyon existe.
et non pas le canyon parce que le cours d'eau existe. Ce canyon est le fruit d'une catastrophe naturelle. Tout comme cette falaise d'une hauteur de 43 mètres. Alors pour ceux qui ont de bons yeux, vous pouvez voir un petit bonhomme au sommet. 43 mètres. Ça ne s'est pas creusé sur plusieurs millénaires ou dizaines de milliers d'années. C'est pourtant l'impression que l'on en a. Vous savez, ce qu'on observe au Mont Sainte-Hélène, je vous ai parlé d'un laboratoire miniature. Ce qu'on observe au Mont Sainte-Hélène, c'est une sorte de grand canyon à l'échelle 1,40, au 40e. Un grand canyon au 40e. Voilà ce que nous avons au Mont Sainte-Hélène. Et les explications maintenant par rapport à la formation du Grand Canyon ont quelque peu changé, ont quelque peu évolué par rapport à ce que l'on pensait ou ce que l'on peut lire dans certains manuels. Certains nous disent que le Grand Canyon a été creusé par la Colorado River durant des longues périodes de temps. Eh bien, par des observations et par des études, à la fois au Grand Canyon, à la fois au Mont Sainte-Hélène, plusieurs géologues apportent maintenant une autre idée sur la formation du Grand Canyon. Vous observez sur cette image satellite les parties sombres correspondant à des parties de plus haute altitude, un plateau en altitude. La source de la Colorado River se trouve à votre droite et sur votre gauche. La Colorado River s'écoule et irait jusqu'à Las Vegas, et encore plus loin, bien sûr, par la suite. Ce plateau, cette altitude, semble avoir été creusé par la Colorado River. Maintenant, si ça a été creusé par la Colorado River, un petit courant d'eau, en général, n'a pas beaucoup de force et va chercher à contourner un obstacle. Alors qu'une grande quantité d'eau va chercher à creuser, à traverser une digue. Et c'est le modèle qui est actuellement proposé pour la formation du Grand Canyon. Une immense quantité d'eau qui traverserait ce Grand Canyon à un moment donné et qui formerait cette superbe merveille du monde, ce Grand Canyon. Mais alors d'où nous vient cette idée que finalement il faut beaucoup de temps pour la formation de strates, pour une érosion? De deux personnes en particulier. Il y a bien sûr eu Lyell qui a été faire des observations aux chutes des Niagara. Et puis, il y a un jeune Britannique qui a été faire des observations, qui est parti pour un voyage autour du monde sur un bateau, et puis qui est arrivé en Argentine, qui a vu la rivière Santa Cruz en Argentine, et notamment l'endroit où cette rivière se jette dans l'océan. Et notre jeune scientifique, en voyant cela, cette petite rivière, et en voyant la taille du lit de la rivière, s'est écrié « Mais quel petit courant pour un si grand canyon !» Il a fallu très longtemps pour creuser ce canyon, cette région, cette vallée. Et ainsi, ce jeune scientifique a monté une idée d'évolution géologique. Il a ensuite continué son voyage et est parti faire de l'évolution biologique dans les îles Galapagos. Et vous le connaissez, puisque c'est Charles Darwin, qui a publié ensuite, en 1959, un ouvrage qui fait beaucoup parler de lui. Mais par la suite, des géologues ont été étudier le lit de la rivière Santa Cruz. Ils ont découvert que ce large lit, finalement, quand on remonte assez haut, il y a des évidences de catastrophes naturelles qui sont dues à des glaciers qui se trouvent en amont de cette rivière. Et donc, à un moment donné, il y a eu une grande quantité d'eau qui est passée par là et qui a dû creuser toute cette région. Et donc, ce que Darwin pensait vrai au moment où il est passé par là se révèle faux aujourd'hui sur la base de nouvelles études. Alors Darwin n'avait pas raison quant à ces théories géologiques de l'évolution géologique en tout cas en ce qui concerne la région de la rivière Santa Cruz. Je ne veux pas répondre à ce débat dans les détails tout de suite, mais
Est-il possible que ces théories biologiques soient aussi erronées? Et je pourrais maintenant vous en parler pendant des heures. Mais j'aimerais revenir au mont Sainte-Hélène. Un collègue géologue, alors qu'il pique-niquait au bord du volcan, qu'il observait bien sûr ce volcan, a observé un phénomène assez particulier des souches d'arbres qui étaient comme ça en position verticale dans le lac. Il se dit, tiens, mais c'est bizarre, ces souches d'arbres en position verticale qui flottent, elles flottent. Elles ne sont pas posées au fond du lac. Comment expliquer ce phénomène? Parce qu'il en voyait, bien sûr, des souches qui étaient posées sur le lac, position horizontale, position verticale. Comment cela arrive? Il a cherché à expliquer de la façon suivante. Donc, il vous observait des souches en position horizontale, position verticale. Il s'est dit, mais finalement, oui, une souche, elle va prendre l'eau petit à petit. L'endroit où il y a les racines est un peu plus lourd que le haut de l'arbre. En prenant s'imbibant d'eau, il va commencer à tomber au fond du lac. Donc, ça peut expliquer les souches en position verticale. Mais maintenant, lors de l'éruption volcanique, il aurait très bien pu se passer que des souches soient arrachées en même temps que le blast et soient littéralement replantées au fond du lac. Encore fallait-il le vérifier. Ce géologue est parti avec d'autres collègues, avec un sonar, pour aller, depuis un bateau, étudier le fond du lac. Et ce qu'ils ont vu de leurs études du fond du lac, c'est quoi? Des évidences de souches. Alors vous voyez ici pas grand-chose, pour ceux qui savent lire les sonars, vous voyez alternance sombre et clair. Bien, cette alternance de sombre et clair, c'est ce qui se passe au fond du lac. Il y a des souches en position verticale, et il y aurait même des souches enfoncées au fond du lac, dans l'eau. Il fallait vérifier encore ces observations. Et ces observations, la meilleure vérification ne pouvait se faire qu'en allant plonger, qu'en allant voir vraiment en dessous, à l'endroit de ces souches, ce qui se passait. Donc, avec un plongeur professionnel, il est parti observer toutes ces souches. Et ce qu'il a pu voir, bien sûr, commençait à conforter ses hypothèses. Et puis, dans le fond, bien sûr, les photos ne sont pas superbes, mais il observait des souches, alors certaines qu'ils ont pu bouger à deux, donc qui n'étaient pas encore enfoncées dans le fond du lac, et d'autres qui étaient absolument stables et qui ne bougeaient pas, donc qui étaient littéralement replantées. Avec des phénomènes aussi particuliers, c'est qu'à la base de l'arbre, à l'endroit où partaient les racines, comme l'arbre avait été arraché par le souffle, eh bien les racines étaient coupées à quelques dizaines de centimètres, en général pas plus d'1 mètre. Maintenant, l'idée serait, sans connaître les événements qui se sont passés au mont Sainte-Hélène, de faire une coupe et d'aller observer, soit aujourd'hui, soit d'ici plusieurs siècles, ce que l'on trouve au fond du lac, et de tirer certaines conclusions ou certains enseignements. Si vous ne savez pas ce qui s'est passé au mont Sainte-Hélène, vous pouvez croire peut-être qu'une succession de forêts a poussé sur le fond du lac, recouverte par des sédiments, et qu'ensuite, eh bien, il y a eu le lac qui est venu par une grande quantité d'eau. Phénomène très intéressant. Phénomène riche d'enseignements pour ce que l'on peut observer dans le parc national de Yellowstone, qui est un parc national avec une forêt pétrifiée, une forêt fossile. Vous lisez sur le petit panneau, la forêt, je vous le traduis, la forêt que vous voyez aujourd'hui n'est que le dernier chapitre d'une histoire remarquable. Enfouie dans les roches volcaniques qui composent la colline, on trouve les restes de 27 couches de forêt qui poussèrent il y a 50 millions d'années. Des éruptions volcaniques s'étendant sur une période de plus de 20 000 ans ont enterré ces forêts sous différentes couches de cendres et de débris volcaniques. Plusieurs souches sont encore à la verticale dans la position qu'elles avaient alors, en pleine croissance, il y a des millions d'années.
exactement la même conclusion que l'on pourrait avoir au Mont Sainte-Hélène si l'on ne connaissait pas les événements. Des souches qui sont, à Yellowstone, pétrifiées, fossilisées à la verticale. Et l'érosion naturelle a mis ensuite à nu toutes ces souches fossiles. Et les fervents défenseurs de la théorie de l'évolution défendent la formation de la forêt fossile de Yellowstone par cette explication que je viens vous lire. Mais une étude approfondie à la souche de ces arbres fossiles montre, et certaines personnes ont été le faire, ont eu les autorisations nécessaires, que finalement vous ne trouvez aucune évidence dans le sol de racines qui se prolongeraient sur des mètres et des mètres. Alors que si la souche a été fossilisée, les racines devraient aussi être fossilisées et devraient être visibles. Mais bien plutôt, on a l'impression de revoir en schéma fossilisé ce que l'on observe au fond du lac du mont Sainte-Hélène. Alors, les couches de sédiments que l'on observe à Yellowstone, est-ce vraiment la preuve que la Terre a des millions d'années ? Il faut que l'on avance un petit peu plus vite. On va parler maintenant de formation de charbon. Le bois les végétaux peuvent être, le bois peut être pétrifié, mais les végétaux peuvent être aussi transformés en charbon. L'image que l'on a de la transformation ou de la formation du charbon, le modèle conventionnel, c'est que des marais avec des végétaux se transformeraient lentement en tourbières et qu'ainsi la formation du charbon demanderait plusieurs millions d'années. La différence, ou une des différences en tout cas, c'est que si vous allez regarder une tourbière, vous voyez des racines qui traversent la couche de tourbe. Maintenant, le charbon, on peut aussi l'observer. Certains gisements de charbon, on peut aussi le voir. On peut prendre un morceau de charbon, aller le voir au microscope. Et vous pouvez des fois observer des feuilles. Pas des feuilles qui sont encore vertes, mais du charbon, des végétaux transformés en charbon, mais vous voyez la structure encore de la feuille. Pourquoi est-ce que je vous dis cela ? Si la tourbe s'est transformée en charbon, si la tourbe traversée par des racines s'est transformée en charbon, on devrait avoir aussi des évidences de racines qui traverseraient des couches de charbon. Or, nous n'en voyons pas. Et notre collègue qui a étudié ces événements au Mont Sainte-Hélène a fait un doctorat et a monté une hypothèse de formation du charbon et a étudié cette hypothèse dans plusieurs régions des États-Unis et a pu conforter cette hypothèse par des observations, c'est que le charbon, pour la plupart des gisements de charbon qu'il a observés, se serait formé par un matelas de végétaux recouvert par une immense couche de sédiments, mais recouvert rapidement par des sédiments qui ensuite se transforment en charbon. Et du charbon, on peut en former en laboratoire. Du charbon, on peut en former. Du bois pétrifié, on peut former des ébauches de bois pétrifié en laboratoire. Il y a une patente qui a été déposée aux États-Unis qui, en mélangeant certains ingrédients et en imprégnant le bois, apporte au bois une structure tout à fait identique au bois pétrifié, comme si c'était du bois pétrifié. Et il y a un grand intérêt, il me semble, au niveau de la construction d'écuries, ou en tout cas pouvoir imprégner le bois des écuries, surtout des écuries à chevaux, pour que les chevaux ne puissent pas rogner le bois. Il y a d'autres choses. Je vous ai parlé donc de formation de charbon. Il y a d'autres choses que l'on observe aussi au Mont Sainte-Hélène. Les souches que l'on a vues sont dépourvues d'écorce. Les souches que vous voyez, des troncs qui font plusieurs mètres de diamètre, sont dépourvus d'écorce. Une écorce arrachée lors de l'éruption volcanique, lors du souffle. Et une écorce que l'on retrouve en partie au fond du lac, et certainement, si on allait creuser aussi, en partie enfouie sous des sédiments. Alors, est-ce que le fond du lac Spirit
présente les premiers signes de formation du charbon. Je pense qu'en suivant les événements de ces prochaines années, en suivant peut-être des fouilles, des carottages qui vont pouvoir être faits au fond du lac, on devrait pouvoir apporter certaines évidences ou répondre à certaines questions. Ensuite, il y a quelque chose d'encore plus remarquable, ou de tout aussi remarquable. On croyait cette forêt complètement dévastée, pendant des dizaines d'années en tout cas, peut-être même des siècles. Et des études sont conduites depuis l'éruption volcanique, justement pour étudier le repeuplement, à la fois végétal, à la fois animal. Et dans un National Geographic du mois de mai de cette année, version française, il y a des équipes donc, qui étudient exactement ce qui se passe. Et juste pour vous citer une phrase de l'article, « Au Mont Sainte-Hélène se rejoue en miniature et en accéléré l'évolution de notre planète depuis le bouillon de culture originelle jusqu'à l'apparition des premières graines disséminées par les vents. Comment la vie peut-elle repartir de rien ?» Les biologistes, les évolutionnistes, les biologistes évolutionnistes cherchent à étudier comment la vie peut repartir de rien. Apparemment, il ne restait plus rien. Et pourtant, si. Des graines ont survécu sous les couches de sédiments. Des graines ont été protégées en étant enfouies, protégées de la haute température. Et donc, ainsi, on commence à voir, même des animaux ont été protégés. Et on a pu revoir de façon étonnante un repeuplement, à la fois animal, végétal, et une végétation qui renaît. Des animaux qui, alors que l'on prédisait qu'ils ne reviendraient pas avant plusieurs centaines d'années, sont revenus, et en presque 5 ans, on avait une population quasi normale. Quasi normale. Alors que l'on pensait qu'ils avaient un besoin absolu de forêt pour se maintenir au frais, ils ont trouvé des moyens pour se rafraîchir en se vautrant dans les flaques d'eau. Et les biologistes ont observé de façon tout à fait étonnante un taux de jumeaux et de triplés dans ces animaux tout à fait anormal. Comme si, au niveau animal, au niveau de l'organisme vivant, il y avait un désir ou un souhait ou une nécessité de repeupler cette région. Alors, nous arrivons à notre conclusion. En considérant toute cette éruption volcanique, nous avons découvert que des phénomènes tout à fait extraordinaires ont eu lieu. On a vu comment un volcan, en quelques heures, a libéré des milliers et des milliers de tonnes de débris, comment un volcan a libéré l'équivalent de 33 000 bombes atomiques de la taille d'Hiroshima. Et cette question nous amène à nous poser à nous interroger finalement sur des choses que l'on ne contrôle pas en tant qu'être humain. En tant qu'être humain, en tant qu'humaniste, on aime bien être maître de son destin, ou on croit être maître de son destin, pouvoir contrôler son entourage. Et nous sommes humiliés par un tel événement. Humiliés parce qu'il existe des forces qui dépassent l'homme. Et j'ai trouvé un verset dans la Bible qui parle de volcans, qui nous dit dans les psaumes, Dieu touche les montagnes, elles fument. Dieu touche le sommet du mont Sainte-Hélène et le résultat, 430 millions de tonnes de TNT dégagées. Une puissance incroyable. Un laboratoire miniature qui s'installe. Des événements, des observations qui peuvent être faites. Des observations qui nous disent, mais regardez vous autres, humains, que vous soyez scientifiques ou non, regardez et apprenez de cette montagne. Apprenez que des personnes sont mortes alors qu'elles n'avaient pas besoin de mourir. Harry Truman était prévenu. Encore le matin du 18 mai, des gens sont venus lui dire de quitter la région, que l'éruption était imminente. Il a choisi de rester sur place. Et nous devons apprendre de cette situation. Apprendre qu'aujourd'hui encore, nous n'avons pas besoin
de mourir. Dieu ne veut pas que l'homme, qu'aucun périsse. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Mais Dieu nous rappelle sa miséricorde. Dieu prévient qu'il est un Dieu créateur, mais qu'il est aussi un sauveur en Jésus-Christ. Et Dieu nous apprend aussi des choses remarquables sur l'histoire et le mode de fonctionnement de notre planète, et nous lance un clin d'œil, à tous les évolutionnistes, en disant, mais regardez, reconsidérez ces événements, reconsidérez l'histoire de la planète. Si vous étiez venu me voir, personnellement, avant l'éruption du mont Sainte-Hélène, en tout cas sans connaître les événements au mont Sainte-Hélène, et me placer devant des photos comme le mont Sainte-Hélène, quelles auraient été les déductions ? Des déductions qui sont données dans le même article National Geographic, toujours du mois de mai, page 132. Peter Frenzen, chargé de la protection du site, dit « On croit à tort que les canyons rocailleux sont vieux de milliers, voire de centaines de milliers d'années. Celui-ci, en montrant le Louvit Falls, celui-ci s'est formé en moins de 10 ans. Et même beaucoup moins. On croit à tort que les canyons rocailleux sont vieux de milliers, voire de centaines de milliers d'années. » N'est-ce pas un défi face à l'enseignement actuel que nous avons dans nos écoles, dans les médias? Et oui, ces événements du mont Sainte-Hélène bouleversent notre façon de penser sur les couches sédimentaires, sur l'érosion, sur la formation du charbon, sur un rétablissement de l'écosystème, et nous montrent combien des choses peuvent se passer beaucoup plus rapidement que l'on croit. Et donc, pour en arriver à la fin de mon exposé, j'aimerais vous encourager à observer la nature qui nous entoure, à rechercher dans la nature des événements comme ceux du mont Sainte-Hélène, et ensuite à tirer les bonnes conclusions. À tirer les bonnes conclusions vis-à-vis de l'enseignement que l'on nous dit être vrai, et tirer les bonnes conclusions vis-à-vis de votre vie présente et de votre vie future par rapport à Dieu et par rapport à ce Sauveur merveilleux que nous avons en Jésus-Christ. Merci de votre attention.